Nous sommes le 6 juin 2019, ici devant la Bibliothèque du Peuple en plein cœur des grottes, en compagnie de Romain Migus. Bonjour à toi. Salut William. Merci de nous accorder du temps alors que tu es en vadrouille et tu es en transit finalement ici à Genève. Parce que, et on va le dire tout de suite, toi tu es résident, enfin en ce moment tu fais le grand écart entre le Venezuela, Caracas j'imagine, et la France-Marseille actuellement. Exactement. Tu étais à Lausanne pour une conférence ? Exactement, une conférence sur le Venezuela pour essayer d'expliquer un peu la situation actuelle et donner des éléments de compréhension finalement d'une situation complexe à des personnes qui sont intoxiquées par les médias dominants et leur donner la possibilité de comprendre la situation et de réfuter les fake news qu'on peut entendre et voir dans tous les médias dominants. Effectivement, la guerre médiatique, c'est quelque chose qui pour toi est déjà en cours. Ah oui, tout à fait. Et pour laquelle, c'est une guerre, donc à un moment donné, il faut se battre. Alors on va quand même le préciser, tu es écrivain, tu es journaliste, sociologue, installé au Venezuela depuis 2004, donc ça fait un moment que tu y es. Telaraña Imperial, Encyclopédia de Injerencia y Subversión, donc la toile d'araignée impériale, encyclopédie de l'ingérence et de la subversion, ça date de 2008. Ce livre, avec deux autres d'ailleurs, est à disposition de tout le monde en PDF sur ton site. Donc on va immédiatement citer ton site, c'est www.romainmigus.info. On le mettra bien entendu au libellé de ce podcast. Alors voilà, tu as fait tout ça. Est-ce que, pour commencer, pour les personnes qui vont écouter ces sons et puis qui ne connaissent rien du Venezuela, est-ce qu'on ne mettrait pas quelques jalons pour que l'on situe le pays géographiquement, en gros, quoi. Donc on peut dire que c'est un pays très vaste, une fois et demi la France, plus de 20 fois la Suisse, qui se situe tout au nord de l'Amérique latine. C'est ça. Voilà, dont la capitale est Caracas. Que dire de plus ? Moi j'avais noté quelques petites choses, qu'il est entouré au sud par le Brésil, au nord, c'est l'océan. Et non, c'est pas l'océan. C'est les Antilles néerlandaises, donc frontalier avec donc la Hollande. C'est aussi frontalier avec la France, la Guadeloupe et la Martinique. C'est frontalier avec Trinidad et Tobago. Donc les frontières maritimes sont des frontières à part entière. Et c'est frontalier avec donc beaucoup de pays, dont des pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas anodin. Et pour la compréhension de la guerre qui vient, parce que ça serait effectivement aux portes de l'Union européenne. Et puis au Brésil, frontalier avec le Brésil aussi, et le Guyana. Et le Guyana, voilà, les Antilles néerlandaises. Voilà, non, le Guyana qui est frontalier sur le Brésil, à côté du Suriname. Ah oui, voilà. D'accord, c'est ok. Donc ça c'est à l'est, je dis exactement. D'accord. Il faut aussi également préciser que le Venezuela est une puissance énergétique. Ça c'est extrêmement important évidemment pour comprendre les enjeux qui s'y jouent. Membre de l'OPEP, on dit que c'est parmi les réserves prouvées les plus grandes, les plus importantes du monde. C'est la plus grande réserve prouvée au monde donc de pétrole. Le Venezuela est la deuxième réserve d'or au monde et dispose d'énormément de minerais comme bauxite, coltan, thorium. Voilà. Il a des réserves d'eau douce très importantes aussi. Et diamants, gaz, etc. Donc effectivement, ça attire aussi tous les prédateurs sur ce foyer de richesse. Absolument. Alors voilà, maintenant qu'on a mis ces quelques jalons, on comprend un peu mieux déjà pourquoi il s'y passe des choses dans ce pays-là. Il faut savoir qu'actuellement, il y a cette grande crise qui a succédé donc à l'élection de Nicolás Maduro, qui est le successeur de Hugo Chávez, dont tu vas certainement retracer quand même un peu la trajectoire. Et il y a pourrait-on dire le cas Guaido, avec ce président autoproclamé, reconnu immédiatement d'ailleurs, alors qu'il n'est pas passé par les urnes, par des pays alentours, et tu nous diras pourquoi et comment ça se fait. C'est un signe fort de dire on reconnaît un président dont on sait dont on sait vraiment qu'il n'est pas passé par les urnes. Alors dis-moi, d'abord, pourquoi le Venezuela ? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu t'es retrouvé là-bas ? Quelle est ta trajectoire ? Ben, écoute, le Venezuela donc de Hugo Chávez, était vraiment ce qui correspondait le plus à mes idées politiques au début des années 2000, dans un moment de crise politique et idéologique en Europe. On se rappelle que c'est l'avènement de l'altermondialisation, des altermondialistes. C'était une période de grand questionnement à la gauche de l'échiquier politique. Et dans cette période de questionnement, il y avait en Europe, il y avait déjà des actes très forts donc en Amérique latine. Et ça, c'est pas anodin. Pourquoi en Amérique latine ?
Parce que c'est en Amérique latine qu'est né le néolibéralisme. Il est né au Chili de Pinochet, donc où Milton Friedman était et c'est les fameux Chicago Boys, ont implanté pour la première fois dans le monde le modèle néolibéral, puis ensuite qui a fait tache d'huile dans tous les pays d'Amérique latine. Et alors, il a généré de grandes résistances au sein du peuple, puisque l'État avait été démantelé, les services publics avaient été démantelés, il n'y avait plus aucune protection sociale, la misère et la pauvreté grandissantes. Je dis ça parce que c'est aussi 20 ans après ce qu'on commence à voir en Europe. C'est l'application un peu plus tardive, évidemment en Europe, parce qu'il y avait déjà des États-providence très forts, et donc les démanteler n'étaient pas aussi aisés qu'en Amérique latine, où de fait ça s'est fait par des dictatures dans la grande majorité des cas. Et le peuple vénézuélien a été le premier à se rebeller en 1989. Et le peuple est descendu dans la rue, en dehors de toutes les structures politiques et syndicales traditionnelles, et a été réprimé dans le sang. Plus de 2000 morts. Et c'est l'acte de gestation de la révolution bolivarienne. Ensuite, un acteur politique inconnu a surgi sur, on va dire, les cadavres, ou sur le mouvement de protestation qui était né en 89. C'est donc ce militaire. Alors un militaire, ça fait toujours peur en Europe, mais c'était un militaire progressiste. C'était un militaire doué d'un fort sentiment patriotique. Donc ça, je pense que dans d'autres pays dans le monde, on peut le trouver. Mais c'est aussi un militaire qui avait été formé politiquement par le fondateur du Parti communiste vénézuélien dans sa province natale de Barinas, et qui a eu un grand poids sur le développement politique et idéologique d'Hugo Chavez. Cet homme s'appelait José Esteban Ruiz Guevara. Et Hugo Chavez était un ami de ses fils, avec qui, on va dire, il a expérimenté les 400 coups politiques, et notamment à participer à sa formation politique. Donc c'était quelqu'un un peu complètement hors des cadres politiques traditionnels, et donc qui tente un coup d'État en 1992. Le coup d'État échoue, mais Chavez dit « nous n'avons pas atteint nos objectifs pour l'instant ». Donc ça donnait un espèce d'immense espoir au peuple. Chavez fait de la prison, il assume l'autorité de ce coup d'État, il fait de la prison, et quand il sort de prison, il se lance donc dans une campagne électorale qu'il gagne haut la main. Donc en 1998, il arrive en 1999 comme président, et immédiatement lance une assemblée constituante. Et donc là, on voit des comités constituants se créer partout dans le pays. Comités constituants donc de citoyens, de simples citoyens, qui participent à l'élaboration de la charte suprême du pays. Et ça, c'est intéressant parce que ces comités constituants vont être la base du pouvoir populaire qui ne va pas arrêter de croître au Venezuela en prenant diverses formes, notamment les comités d'éducation, les comités de santé qui ont réussi à ramener dans les quartiers populaires un médecin, donc avec une alliance avec Cuba, les comités d'éducation qui ont réussi à éradiquer l'analphabétisme au Venezuela, les comités de terre urbaine pour donner des titres de propriété, parce que la plupart, 70% de Caracas n'était pas reconnu, même sur les cartes, il n'y avait rien. Donc c'est vraiment la visibilité et la naissance de ce peuple qui était déjà apparu comme acteur, comme sujet historique et politique, donc en 1989. Et donc, je crois que c'est important d'insister là-dessus, parce que dès le début, il y a cette volonté de la part du peuple vénézuélien d'approfondir la démocratie et de créer une démocratie participative et protagonique. Et pas seulement cette démocratie représentative où le peuple finalement délègue son protagonisme politique durant 4-5 ans et n'exerce aucune forme de politique au jour le jour. Et ça, c'est aujourd'hui, même s'il y a encore de la démocratie représentative, donc il y a cet énorme élan populaire qui est organisé depuis la base. Et alors là, je crois que c'est vachement intéressant pour les auditeurs de Libre Radio, parce que on s'approche du communisme libertaire, du municipalisme libertaire, avec la création, donc quasiment l'institutionnalisation des conseils communaux et des communes. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là ? Exactement. Après ça, on va quand même citer Bookchin, Murray Bookchin, quand on parle de municipalisme libertaire. Exactement. De communalisme. Effectivement, là, il y a des belles choses à prendre.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un aspect, on va dire, méconnu en Europe, parce que on se focalise sur les conflits politiques, parce qu'évidemment, l'oligarchie vénézuélienne n'a eu de cesse, depuis l'avènement de la révolution bolivarienne, que d'essayer de la faire tomber. Et on accuse souvent, alors Chavez avant et Nicolás Maduro, le président Nicolás Maduro aujourd'hui, d'autoritarisme, etc. Mais il y a quelque chose qui cloche, c'est que les personnes qui se lancent dans ce type d'explication n'arrivent jamais à expliquer pourquoi il y a encore un soutien aussi fort, malgré les conditions économiques très difficiles, car on en reparlera certainement un peu plus tard, il y a un blocus criminel contre le Venezuela, mais le chavisme jouit d'une implantation populaire et d'une défense encore très très forte. Et ça s'explique notamment par justement ces conseils communaux et l'avènement des communes. Alors qu'est-ce que c'est ? Le conseil communal, c'est une instance administrative autogérée dans la géométrie du pouvoir vénézuélien. Dans les villes, ça concerne 200 familles, dans les campagnes, ça concerne 120 familles, et dans les territoires indigènes, 70 familles. Et ces conseils communaux, donc on va prendre l'exemple des villes, mais donc 200 familles, se réunissent en assemblée générale et décident en assemblée générale de ce qu'ils vont faire pour le développement du territoire, de la communauté. Alors communauté s'entend au Venezuela comme communauté de voisinage. Et donc ils ont instauré des comités de santé, des comités d'éducation, des comités de culture, des comités de genre, des comités de sport, des comités de sécurité même. Et la voie, c'est-à-dire les actions de ces comités sont décidées par les familles, par le peuple en assemblée générale. Alors, évidemment, ceux qui nous écoutent et qui sont des ardents défenseurs du municipalisme libertaire vont me dire oui mais ton truc il est pipé, les dés sont pipés parce que finalement quel est l'argent, d'où vient l'argent, etc. Alors effectivement, au sein des conseils communaux, l'argent vient de l'État, c'est-à-dire quand il y a une réflexion de route à faire, enfin de chemin, ou quand il y a une activité culturelle, ou quand il y a alors il y a beaucoup d'autogestion aussi, mais quand ça dépasse évidemment une certaine somme, il faut être en lien avec la mairie, avec la région, voire avec l'État central. Et ça, Hugo Chavez l'avait prévu depuis longtemps. Il disait on n'est pas allé assez loin dans le transfert du pouvoir au peuple. Donc nous allons créer les communes. Les communes, ce sont une agrégation de plusieurs conseils communaux autour d'un projet productif. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'il a fallu aussi réformer la loi vénézuélienne qui ne contemplait que 3 types de propriétés. La propriété publique, la propriété de l'État, la propriété privée individuelle, donc l'entreprise, et la propriété privée collective, la coopérative par exemple. Et ils ont instauré d'autres formes de propriété, notamment la propriété sociale directe et la propriété sociale indirecte. Alors indirecte, c'est avec une participation de l'État, mais direct, c'est évidemment le modèle promu dans les communes, c'est-à-dire que, alors là on va en changer, on va prendre un exemple en milieu agricole, mais par exemple une propriété sociale directe dans le milieu agricole, ça va être une entreprise de production de poulet, de maïs, etc. Et les dividendes de cette entreprise sont pour le développement de la commune, qui est donc une agrégation de plusieurs autres territoires sur un territoire donné. Et alors là, amis libertaires, là qui nous écoutent sur Libre Radio et vous allez tomber de votre siège, mais c'est que ce n'est pas l'État qui décide où sont les communes. Ça vient aussi du peuple. C'est-à-dire que c'est l'auto-organisation des conseils communaux qui décident eux-mêmes où va s'implanter la commune et sur quel territoire va s'implanter la commune. Donc là, on a vraiment une expérience fondamentale qui est absolument niée aussi en Occident. Et donc la commune, par exemple pour l'entreprise dont les moyens de production sont de propriété sociale, si tu vis sur le territoire de la commune, alors tu peux participer aux assemblées générales. Si tu t'en vas, eh bien, tu n'y participes plus, tu participes à une autre réalité, mais tu n'emportes pas une action, tu n'emportes pas une dividende puisque la propriété de l'entreprise sociale va directement à la communauté, à la commune, donc l'agrégation de plusieurs conseils communaux. Et ça a été
avec le temps institutionnalisé. Moi, j'ai participé à la création du conseil communal d'un immeuble où je vivais. Donc il y en avait un par immeuble. Et à l'époque, c'était en 2007, c'était encore balbutiant. Parce qu'on rencontrait plus de problèmes que de solutions, etc. Figure-toi que la première loi sur les conseils communaux, elle a été votée en 2006 et elle a été changée 13 fois en 2 ans. Et pourquoi elle a été changée 13 fois ? Parce que les gens de leurs conseils communaux, ils voyaient que dans la pratique, il y avait des problèmes. Donc ils se réunissaient avec d'autres conseils communaux, ils élaboraient des rapports qu'ils transmettaient aux députés. Les députés disaient « Ah oui, effectivement, on invente, donc on n'avait pas pensé que cet article de loi aurait pour conséquence ceci. » Donc ils réadaptaient en permanence. Et aujourd'hui, il y a 50 000 conseils communaux au Venezuela, institutionnalisé, alors pas dans un sens péjoratif, c'est-à-dire que ça fonctionne là de manière, c'est plus du tout balbutiant comme au début. Et aujourd'hui au Venezuela, il y a 3100 communes. Alors en partie dans le milieu rural, mais aussi dans les milieux urbains. Alors c'est pas les mêmes projets productifs. Ça va être plus du service, des boulangeries communales, des potagers communaux, des entreprises par exemple de briqueterie communale pour aider les gens à finir leur maison dans les quartiers populaires. Les boulangeries communales permettent de vendre le pain évidemment beaucoup moins cher, puisque c'est une entreprise de propriété sociale. Donc la rentabilité sert à faire fonctionner l'entreprise. Elle est au service de la communauté, elle est au service du social. Et ça, je crois que c'est la base. Et effectivement, s'il n'y a pas de rentier qui ponctionne comme les actionnaires à chaque fois, à chaque passage, à chaque flux financier, eh bien tout est réinvesti. Oui, tout à fait. Oui. Qu'en est-il des grandes infrastructures telles qu'un aéroport, un hôpital ? De quelle manière est-ce que on décide si c'est... Ça, c'est géré par l'État. D'accord, ça c'est quand même... Ça, c'est géré par l'État. Ce n'est pas privatisé. C'est géré par l'État. Toutes les grandes structures stratégiques sont gérées par l'État, que ça soit, comme tu dis, aéroports ou les ports, mais aussi évidemment l'entreprise pétrolière et aussi l'entreprise minière, parce que le Venezuela est donc le deuxième réserve d'or. Et donc là, l'État peut faire des joint ventures avec des entreprises étrangères, mais l'État restera majoritaire. Ou en tout cas, aura une minorité de blocage. Ok, et il y a une transparence là, j'imagine également, c'est que les personnes peuvent assister, observer et connaître les enjeux qui sont... Alors là, on tombe sur un autre coup. Transparence générale, évidemment c'est compliqué parce que ça reste sur des domaines stratégiques et donc une transparence totale évidemment pourrait peut-être nuire. C'est un débat qui peut y avoir encore. En revanche, il y a une autre figure qui est très intéressante au Venezuela, c'est les conseils de travailleurs. Chavez s'est rendu compte que les syndicats jouaient un rôle, mais jouaient un rôle limité, qui était dans le rôle revendicatif, dans le rôle effectivement d'améliorer les conditions de vie des salariés, mais il disait que c'est pas suffisant. Et donc ils ont créé les conseils de travailleurs, qui ont un rôle bien au-delà de la simple protection des droits des salariés. C'est-à-dire que le conseil des travailleurs va organiser et planifier ce que l'entreprise peut faire pour les communautés aux alentours de l'entreprise. Donc là, il y a un impact direct des entreprises sur la qualité de vie de ceux qui l'entourent, non ? Et là, effectivement, il y a de la transparence parce que les comités de travailleurs peuvent effectivement, enfin déjà c'est des ouvriers généralement, et peuvent influer et interagir avec les autorités de l'entreprise. Donc ça aussi, les conseils de travailleurs, on trouve évidemment des gens qui font partie de conseils de travailleurs qui sont aussi dans les conseils communaux. Donc il y a aussi des ponts, c'est-à-dire tout s'imbrique. Et encore une fois, c'est un développement lent, parce que ce n'est pas imposé par l'État. C'est pas l'État qui a pris la carte du Venezuela, qui l'a divisée et qui fait là, il y aura les conseils communaux. Non, c'est par la volonté des gens de s'auto-organiser et de créer un auto-gouvernement. C'est par la volonté des gens de ne pas déléguer leur représentativité politique à une personne tous les 4 ou 5 ans, mais d'exercer de manière permanente le pouvoir sur leur lieu de vie, sur leur lieu de travail. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre 2 choses. La première, c'est pourquoi évidemment le chavisme résiste alors qu'il est assiégé de partout. Et c'est aussi un des éléments
Alors évidemment avec les ressources naturelles qui attirent tous les prédateurs, mais c'est aussi un des éléments qui nous aide à comprendre pourquoi le Venezuela subit autant de sauvagerie médiatique et d'agression continue. C'est-à-dire que ce modèle-là ne doit surtout pas s'exporter, il doit échouer pour montrer que ce modèle-là ne fonctionne pas. Voilà. Et il ne faut surtout pas que des travailleurs, mais pas que des travailleurs, des citoyens suisses, français aillent récupérer des idées en disant regardez ça marche là-haut. Évidemment, alors tu peux pas faire un calque, hein, les situations économiques, les structures économiques ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, mais tu peux aller chercher des éléments pour les ramener, les transformer, les adapter. Donc il fallait surtout pas que ce modèle réussisse, et c'est évidemment une des deux sources de conflit qui expliquent la situation actuelle. Ouais. Dis-moi, toi qui as fait donc partie de conseils communaux, quels en sont les processus décisionnaire? Parce qu'effectivement, on pourrait dire oui, mais là aussi, il pourrait y avoir un charismatique qui du coup en impose un peu. Est-ce que tout est fait vraiment? Mais en fait, là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que le conseil communal, c'est la communauté de voisinage, non? Et dans la communauté de voisinage, tout le monde se connaît. Et tout le monde connaît les efforts réalisés par certaines personnes pour la communauté. Donc en fait, le leadership s'impose de lui-même. À la différence près, c'est qu'il est aussi tournant. Les élus dans les diverses commissions sont élus pour 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans, il y a aussi d'autres personnes qui se forment dans les divers comités. Donc, en fait, les leaderships s'imposent d'eux-mêmes, finalement. Parce que tu sais que William, par exemple, qui travaille depuis longtemps à Libre Radio, qui a une expérience dans la radio, dans la communauté, tout le monde sait que il a de grandes chances d'être élu comme responsable du comité de communication. Parce qu'on sait le travail de William pour la communauté à travers de sa radio, tu vois. Et c'est pareil pour tout. Et évidemment, tout ce petit monde-là est élu à l'Assemblée Générale. Donc s'il y a quelqu'un d'extérieur ou de nouveau qui vient, il peut être tout ce qu'il veut, il peut être charismatique, mais il y a aussi le fait, les gens jugent sur parole. On n'est pas dans des grands espaces. Hein. Ouais. Donc là, il y a la possibilité évidemment de juger l'action de certaines personnes. Donc il y a vraiment ce côté affinitaire qui est extrêmement présent, concrètement présent. Concrètement présent, c'est-à-dire que on sait les gens, les participants d'un conseil communal connaissent les qualités de chacun, ce sont leurs voisins. Mandat impératif ou révocabilité, ça c'est également des notions qui habitent les conseils communaux? Alors, dans les conseils communaux, je vais pas te dire une bêtise. Normalement, tous les élus sont révocables selon la Constitution, donc ça doit être jouable. Après, les élus des commissions sont élus pour 2 ans, donc c'est des mandats très courts. En revanche, ce que tu dis, c'est aussi un des aspects d'approfondissement de la démocratie qui a été mis en débat dans la Constitution de 1999 et donc dans la Constitution qui a été votée par la suite, par référendum. Et ce que les Français, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes revendiquent avec ce qu'ils appellent le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui est ni plus ni moins, alors je sais qu'en Suisse, vous allez nous prendre pour des arriérés en France, mais de toute façon les Suisses nous prennent toujours pour des arriérés, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je blague bien évidemment, surtout si on nous écoute en dehors des frontières. Et avec Internet, on nous écoutera certainement. Mais blague à part, effectivement, cette réflexion a eu lieu, mais pas seulement au Venezuela. Elle a eu lieu dans tous les peuples, chez tous les peuples d'Amérique latine et dans tous ceux qui ont fait une assemblée constituante. Donc, notamment l'Équateur et la Bolivie. Le référendum d'initiative citoyenne, la possibilité de révoquer des élus, la possibilité d'abroger des lois et la possibilité de proposer des lois sont les articles 72, 73, 74 de la Constitution du Venezuela. Ce sont les articles 102, 103, 104 de la Constitution de l'Équateur, donc adoptés après l'arrivée de Rafael Correa au pouvoir. Et c'est en substance l'article 11 de la Constitution de la Bolivie
adopté après l'arrivée de Evo Morales au pouvoir. Donc vraiment, ça aussi, ça fait partie de la démocratie participative. Alors tu parles justement de ces pays voisins dont on pourrait dire qu'ils seraient des alliés. J'aimerais après qu'on vienne d'ailleurs sur les pays de l'ALBA. Si ça, c'est également une entité dans laquelle on peut puiser des ressources et puis des échanges et des partages. Et également, on parlera à l'international parce que j'aurais voulu t'entendre aussi sur le Kurdistan. Si notamment au Rojava, tu vois des ponts, des passerelles à faire entre ce qui se passe en termes de pouvoir populaire, entre ce qui se passe au Rojava, notamment au Kurdistan et en Équateur. Mais avant cela, j'aurais voulu savoir, voilà, selon toi, Corée est passée. Qu'en reste-t-il? On sait également là il y a une constituante fondamentale avec également les droits de la nature, enfin vraiment des choses exceptionnelles, alors qu'on parle d'un pays où l'extractivisme avait vraiment cours, également Morales. Alors qu'en est-il de ces pays voisins? Quelles sont les relations? Bon, ça va très mal évidemment parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la droite est revenue au pouvoir en Équateur avec une féroce répression des mouvements sociaux, mais alors elle est revenue par trahison, hein. Puisque c'est une personne qui était alliée, du parti Correa et qui a trahi par la suite. Je pense. Alors là, tu évoques un thème qui est très intéressant. C'est le thème de l'extractivisme. Alors effectivement, vu d'Europe et où effectivement on porte une attention particulière à l'écologie, on pourrait dire mais pourquoi continuent-ils à extraire leurs richesses premières? Il y a un dommage sur la nature, etc. Alors certes c'est vrai, mais la pensée de ces gouvernants, en tout cas de la dernière décennie, c'était on ne peut pas arrêter tout de suite, sinon qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser encore les ressources naturelles évidemment, mais pour financer des changements de matrice productive. Au Venezuela par exemple, le pari était d'utiliser les ressources pétrolières pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Non ? En Équateur, le pari était un peu différent. C'était utiliser les ressources naturelles du pays pour développer une économie de la connaissance, c'est-à-dire de convertir le pays en une puissance du high-tech, en une puissance de certains domaines de pointe pour justement avoir un autre débouché économique pour le pays et un développé économique durable. Alors effectivement, certaines personnes ont toujours s'impatientent et dans l'histoire politique, il faut toujours regarder le temps long. Et ces changements économiques impliquent un changement culturel, n'est-ce pas? Et ça ne se fait pas en 10 ans, ça ne se fait pas en 20 ans. Et je dirais, si on regarde par exemple, la Suisse je connais un petit peu moins, mais en France ou en Angleterre, les changements de matrice productive au cours du 19e siècle, ça a duré 80 ans. Et ça ne s'est pas fait en démocratie. Ça s'est pas fait en démocratie parce qu'on a déplacé des populations entières de milieux ruraux pour les entasser dans des KGB insalubres en milieu industriel. Il y avait une violence terrible. Donc là, en démocratie, c'est évidemment très dur, non? Et ça ne se fait pas en 10 ou en 20 ans. Mais en tout cas, les paris sur l'avenir ont été jetés durant toutes ces années. Et donc sur l'extractivisme, eh bien, ces pays-là essaient de faire au mieux pour préserver évidemment l'environnement, mais tout en utilisant les richesses naturelles pour financer un changement de matrice productive. Et alors là, voilà, est-ce que selon toi, il y a des ressources au sein d'alliances comme les pays de l'ALBA? Est-ce que là, quelque chose peut se jouer qui soit justement, qui dépasse même le pays? Oui, alors l'ALBA a été une expérience. On n'a pas précisé. Oui. L'ALBA, donc Alliance des pays bolivariens, voilà. Parce que le Venezuela est une république bolivarienne. C'est la république bolivarienne du Venezuela. Voilà. Et en fait, l'ALBA était une expérience, on va dire, une expérience d'entité supranationale, mais non plus basée sur la compétition, non plus basée sur le libre-échange, mais basée sur la coopération. Donc, ça voulait dire, de manière effective, par exemple, le Venezuela a du pétrole, il va le vendre à un meilleur marché, et là j'insiste, il ne le donne pas, il le vend à un meilleur marché à Cuba qui en contrepartie fournissait des médecins, des entraîneurs sportifs pour le Venezuela. Dans le cas du Nicaragua, qui est aussi un membre de l'ALBA, il y avait tout un échange de nourriture aussi, pour l'élevage nicaraguayen. Donc c'était effectivement
un exemple encore de comment on peut s'allier. C'est-à-dire que on peut avoir des entités supranationales ou des États-nations s'allient, non ? Mais sur la base de la coopération. Et là, évidemment, c'est encore un exemple par rapport à l'Union européenne qui n'est pas du tout sur ces rails-là. C'est exactement pour ça que je venais à cette question-là, parce qu'on vit en ce moment ici entre le Brexit, le Frexit, et puis ce qu'on dit et ce qu'on fait de l'Europe, avec la Grèce notamment et d'autres pays. Exactement. Des déviances comme ça, dont on sait qu'on pourrait largement se passer. Oui, et on nous dit tout, à ceux qui critiquent l'Europe, vous êtes des europhobes, c'est complètement stupide. On n'est pas des europhobes, on vit en Europe. Donc, on nous fait croire que l'Union européenne, c'est-à-dire une entité supranationale fondée sur des traités dont le libre-échange est concomitant de ces traités, est équivalent à l'Europe, et qu'être contre cette Union européenne, être contre l'Europe, être raciste, etc. Mais pas du tout. Justement, l'ALBA il serait formidable d'avoir une alliance européenne fondée sur la coopération, fondée sur l'échange humanitaire, fondée sur l'échange solidaire entre les nations. Et c'est évidemment, encore une fois, un exemple à abattre, hein, parce que l'Amérique latine, avec on va dire quelques années d'avance, a montré une autre voie était possible. Et effectivement, il ne faut pas regarder ce qui s'est fait en Amérique latine de manière, on va dire, colonialiste. Ce ne sont pas des Noirs, des Indiens, grosso modo des singes, pour être un peu provocateur. Ils font ce qu'ils veulent, mais nous, en Europe, on n'est pas... Non, pas du tout. Pas du tout. Les Latino-Américains ont juste réagi aux conséquences du néolibéralisme avec 20 ans d'avance, tout simplement parce que le néolibéralisme s'est implanté dans ces pays-là avec 20 ans d'avance. Et aujourd'hui, en Europe, on est en train d'avoir les mêmes conséquences et alors ça c'est fantastique, les mêmes demandes qui surgissent des peuples, les demandes sociales, les demandes de souveraineté et les demandes de démocratie, d'approfondir la démocratie. Donc effectivement, entre les deux rives, il y a de multiples échanges entre les peuples qui peuvent se réaliser. Absolument, il y a beaucoup de choses à envisager, en tout cas des deux côtés de l'océan. On pourrait également mentionner que parce que l'Amérique latine a connu des moments effectivement terribles, des abîmes. On pourrait parler de l'opération Condor, par exemple, où là on a vu les dictatures de s'allier pour. Elle coopérait bien, elle, sans problème d'ailleurs. Exactement. Alors, en tout cas, peut-on dire que d'une certaine manière, l'Amérique latine pourrait être également un laboratoire et pourrait être une source d'exemple d'une certaine manière pour l'Europe? Oui, je pense que quand on dit évidemment laboratoire, source d'inspiration, ça marche dans les deux sens, non? Et ça ne veut pas dire évidemment, tiens, on va aller calquer le modèle cubain, vénézuélien en Suisse. Ça, c'est complètement stupide. Personne ne demande ça. Ce ne sont pas les mêmes structures économiques, ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes expériences de la démocratie, ce ne sont pas les mêmes expériences historiques, etc. Mais effectivement, il peut y avoir des échanges. Et là, je vais en citer un, parce que là, je ne peux pas le louper, celui-là. Mais très rapidement, la révolution bolivarienne s'est heurtée à la violence sans fin des médias dominants. Et la réponse a été double. La réponse a été de renforcer des médias publics. En Équateur, par exemple, il n'y avait pas de télé publique. Alors là, je fais un virage, et donc il y a eu une constitution d'une télé publique. Au Venezuela, donc aussi, il y a eu la constitution et le renforcement de télé publique. Mais surtout, l'État a aidé au surgissement de milliers de médias communautaires. Et là, on rentre encore une fois dans l'espace démocratique. C'est-à-dire que l'État a socialisé les moyens de communication. C'est extrêmement important parce que même si l'impact des radios communautaires, des journaux communautaires avait un impact évidemment beaucoup plus réduit qu'une télé privée, il n'empêche que c'était un moyen, de diffuser une information au sein d'une certaine communauté, 2, c'était un moyen très efficace de formation aussi. Au Venezuela, il y a eu des dizaines et des centaines de personnes qui se sont formées au reportage de rue, pour de la radio, à manier des télés. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les camarades de Terra TV qui, évidemment, venant de ce modèle de médias communautaires, ont créé une télé paysanne. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est des gens de la ville qui viennent et qui filment les paysans? Non! Ils ont donné les caméras aux paysans, ils leur ont expliqué comment ça marche, et ils leur ont fait maintenant c'est à vous de vous filmer. Et ça, c'était évidemment un espace primordial et qu'on retrouve d'ailleurs dans les comités de communication des conseils communaux. Alors évidemment, tout le monde n'a pas une radio, mais au sein d'un conseil communal
où il y avait eu une expérience de radio communautaire, par exemple, alors là, vous allez avoir effectivement tout ce développement-là. Et puis, on va aller pouvoir former d'autres conseils communaux à cette expérience. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut élire William comme responsable de communication du conseil communal des Grottes. Voilà. Non mais c'est vrai que on observe que les corps de métier sont multiples qui sont touchés par ce type de pratique. Hein. Tu parles de la radio. Alors effectivement, sinon on prenait cet exemple-là, ça nous permet nous aussi effectivement de former des personnes, mais à toute une variété de corps de travail qui vont effectivement de l'informatique à la mise en ligne, au montage, évidemment, au questionnement, le fait de savoir écouter pour pouvoir questionner. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc évidemment, le mythe que on réprime la liberté d'expression au Venezuela, mais évidemment c'est faux. Au contraire, on l'a démultiplié. On a offert au peuple la possibilité d'exister, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir raconter leur propre réalité, ce qui est nié par les médias privés. Mais encore aujourd'hui, avec tout cet effort, il faut savoir que les médias privés représentent encore, malgré les chaînes publiques, elles ne sont pas nombreuses, et malgré les médias communautaires, ça représente encore 80% des médias du Venezuela et qui, dans leur immense majorité, s'opposent au gouvernement. Mmh. On voit qu'il y a encore des choses qui sont effectivement verrouillées, comme partout. On l'observe également en Europe, où les communautés des bourgeois, finalement, verrouillent des postes clés, verrouillent des situations pour qu'effectivement on ne puisse pas y accéder. Tout à fait. Alors là, je pense aussi, je voudrais rajouter un truc, excuse-moi de m'étendre là dans la... Mais là, je dépeins des expériences positives. Parce que dès qu'on allume une télé, une radio, un journal, on a tellement d'expériences négatives, on a l'impression que le pays est exsangue, que les gens sont tous en train de mourir de faim dans la rue. Donc j'insiste avant tout sur les expériences positives qui ne sont absolument jamais racontées en Europe, jamais racontées dans le monde occidental. Ça ne veut pas dire que c'est le paradis socialiste. Évidemment que non. Évidemment qu'il y a des problèmes économiques. Il y a un blocus criminel et des sanctions économiques criminelles qui font souffrir la population, c'est le but recherché. Il y a aussi une partie des problèmes économiques qui tiennent, qui sont on va dire dus aussi au parti du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont en opposition, on va dire, le nouveau monde de communalisme libertaire avec le vieux monde, même s'il est radical, des structures politiques traditionnelles. Des fois, ça s'oppose, ça s'affronte, ça ne se fait pas de manière, on va dire, fluide, avec une droite aussi qui entend balayer tout le monde. Donc, il y a des problèmes au Venezuela, ça, il ne s'agit absolument pas de les nier, mais au moins, on peut, de temps à autre, expliquer les points positifs et ce qui permet de comprendre pourquoi il y a encore ce soutien immense de la population à la révolution bolivarienne et au président Maduro aujourd'hui. Oui. Alors voilà, tu les as déjà cités, mais j'aimerais qu'on s'y arrête quand même quelques instants. Parmi les enserrements qui ont cours au Venezuela, il y a effectivement ce blocus, et puis il y a effectivement cette guerre médiatique. Voudrais-tu nous dire quelques mots de chacune de ces deux réalités qui assiègent les Vénézuéliens? Oui, alors la guerre économique et les sanctions, quand évidemment on écoute les médias dominants, mais pas que, aussi certains médias progressistes chargent tout le temps le gouvernement en disant c'est de la faute au gouvernement, les sanctions sont même une invention du gouvernement. Alors il se trouve que sur mon site, que je vous invite à suivre, donc www.romamigus.info, j'ai fait une chronologie des sanctions et des mesures restrictives qui ont commencé en 2014 par une loi au Congrès américain qui a posé l'architecture, en tout cas du point de vue du législatif des États-Unis, pour les sanctions de ce pays contre le Venezuela. Et puis 3 mois après, le président d'alors, Barack Obama, le sympathique Obama avec son sourire, etc., a lui émis un décret qui, pour considérer le Venezuela comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité intérieure des États-Unis. Donc évidemment, c'est stupide, mais ça permettait maintenant, à partir de cette date, mars 2015, d'organiser aussi depuis l'exécutif toutes les sanctions. Et pourquoi ça ? La réponse a été donnée par le général John Kelly le 28 octobre 2015, donc quelques mois après le décret Obama. Le général John Kelly, à cette époque, dirigeait le Southcom. Le Southcom, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est
l'armée impériale des États-Unis pour l'Amérique latine. C'est-à-dire, c'est le commandement unifié des forces armées des États-Unis pour l'Amérique latine. Donc John Kelly, qui était donc le commandant du SOSCOM, sur une interview, a dit « Nous nous réservons, donc les États-Unis se réservent le droit d'intervenir militairement au Venezuela si ce pays connaît une crise humanitaire, manque de nourriture, manque de médicaments, manque d'énergie, etc. » C'est-à-dire que les États-Unis, avant même qu'il y en ait une, ont créé une situation délicate économiquement au Venezuela. La deuxième citation, c'est un petit peu plus tard, en août 2017. Donc Trump, à ce moment-là, sanctionne PDVSA, l'entreprise pétrolière. Et on demande à un haut diplomate des États-Unis, William Brownfield, qui avait été ambassadeur au Venezuela puis en Colombie. On lui dit mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Donc il explique qu'il savait que les sanctions contre PDVSA allaient terriblement affecter la population du Venezuela. Et il dit notre objectif est de renverser le gouvernement, même si on doit passer par là, par des mesures qui auront pour conséquence des mois et des années de souffrance pour les Vénézuéliens. Donc voilà, là encore, et encore une fois, hein, je n'invente rien, tout ça c'est sur cette interview, d'ailleurs je l'ai traduite en français sur ma page Facebook, Pop, page de publicité que je vous invite à suivre, donc Romain Migus. Il y a évidemment beaucoup d'informations sur le Venezuela et l'Amérique latine en général. Et la troisième citation, alors là qui est complètement folle, c'est de John Bolton, il y a quelques semaines. John Bolton est le conseiller à la sécurité des États-Unis, hein, c'est un personnage lié aux néoconservateurs, à toute la frange la plus radicale de l'Empire américain. Et John Bolton, sur Univision, donc on lui demandait à propos des sanctions des États-Unis contre le Venezuela, et il a dit ce que font les États-Unis aujourd'hui avec le Venezuela, c'est exactement comme lorsque Dark Vador dans la Guerre des Étoiles étrangle lentement quelqu'un. Il n'y a même plus de honte, quoi. Donc évidemment, ces sanctions ont une conséquence. Et évidemment que le peuple souffre. Et comme conséquence, il y a de nombreux Vénézuéliens qui ont décidé de tenter leur chance ailleurs. Alors au début, c'était plus de classe moyenne, et puis il y a eu aussi des classes populaires qui ont vendu leur maison, leur voiture, leur moto, etc., qui ont réuni 3 4 000 $, 5 000 $ et qui ont essayé d'aller tenter leur chance ailleurs. Le problème, c'est que 3, 4, 5 000 $ dans des pays étrangers, c'est absolument rien. Et le problème, c'est qu'une fois ces dollars dépensés, on peut plus revenir parce qu'on n'a même plus l'argent, puis surtout on n'a plus rien. Donc évidemment c'est des histoires tragiques. De toute façon les histoires de migration sont toujours tragiques, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et aujourd'hui, si l'on prend les chiffres de l'Organisation internationale des migrations, il y a 3,3 millions de Vénézuéliens dehors, enfin hors du pays, d'accord? Alors cette réalité, il ne faut pas la nier. Oui, la situation est délicate et a poussé de nombreux Vénézuéliens à émigrer, n'est-ce pas? Et là, ils rencontrent les problèmes de racisme dans les autres pays, puis évidemment les problèmes d'exploitation des capitalistes dans d'autres pays qui en profitent puisqu'ils n'ont pas forcément de papier pour payer moins cher, donc ils rentrent en relation avec les travailleurs locaux, donc il y a des problèmes de racisme. Bon, c'est un phénomène là plus global, mais donc effectivement difficile. Et puis donc ça, il s'agit absolument pas de le nier, hein, c'est là. En revanche, il y a aussi l'exploitation médiatique de cette migration. Et donc là encore, on a pu voir que, à cause de cette migration provoquée en grande partie par le blocus, des personnages politiques, comme le secrétaire général de l'Organisation des États américains, qui est complètement inféodé à Washington, a demandé une intervention militaire contre le Venezuela en raison de la migration. Le président colombien fait exactement la même chose aussi. Jair Bolsonaro au Brésil, lui aussi a été de son couplet là-dessus. Mais après, si on regarde bien, donc il y a 3 millions de Vénézuéliens hors des frontières. Ça représente 9,5% des Vénézuéliens. C'est énorme, oui, c'est énorme, il n'y a aucun problème. Mais si on regarde par exemple en Europe, il y a 21% des Portugais, selon les mêmes sources, l'Organisation internationale des migrations, 21% des Portugais qui vivent hors du Portugal. Il y a 16% des Irlandais, 15% des Polonais et des Bulgares. Et personne n'ose demander de bombarder Porto, Dublin ou Sofia, évidemment. Donc là, c'est sur une tragédie individuelle et collective, faire prospérer des options militaires contre un gouvernement qui, je rappelle, et on aura certainement l'occasion d'en discuter, a été légitimement et légalement élu
Ouais. par le peuple. Ouais. Eh bien justement, on y vient à cette légitimité populaire ou pas, avec la question Juan Guaidó, donc président autoproclamé, mis en place, tu vas nous en dire plus. Et qu'est-ce que ça révèle, le fait qu'il soit immédiatement reconnu par certains pays, dont les États-Unis, mais pas que, également la France par exemple. Qu'est-ce que ça dit alors que tout le monde sait, bien entendu, que personne ne le nie, qu'il n'est pas passé à aucun scrutin, mais que tout de même, eh bien, on le reconnaisse comme un président. Oui, alors là aussi, il faut modérer la chose, c'est-à-dire que 75% des pays dans le monde reconnaissent Nicolás Maduro comme le président légitime. il y a juste un petit 25% qui se fait appeler, qui se sont autodominés communauté internationale, mais qui représentent d'infimes pays qui ont reconnu Juan Guaidó. Il n'empêche, pour comprendre ce scénario, il faut remonter un petit peu en arrière. Et c'est là où on voit que tout était planifié dès le début. Il y avait depuis 2016 un dialogue, des négociations entre l'opposition et le gouvernement du Venezuela, sous l'égide de l'ancien président du Panama, Torrijos, de l'ancien président de la République dominicaine, Fernandez, et de l'ancien président de gouvernement espagnol, Zapatero. Alors là, on n'est pas dans des marxistes avec le couteau entre les dents, hein, mais ils avaient réussi à construire un ordre du jour accepté par les deux partis, et notamment des élections présidentielles anticipées. Or, il se trouve que le jour où les accords devaient être signés, le protocole était déjà établi. Le secrétaire d'État des États-Unis, qui était en voyage en Colombie, appelle le chef de la délégation de l'opposition et lui dit « Vous ne signez pas ». Pourquoi ? C'est très simple. Ça tient au système électoral vénézuélien. Le système électoral vénézuélien est électronique. On vote sur une machine. Donc je vote pour William. La machine émet un ticket sur lequel il serait écrit William. Je mets mon ticket dans une enveloppe et je mets mon enveloppe dans une urne. D'accord ? À la fin de l'élection, les résultats sont effectivement connus très rapidement. Et par loi, devant tous les représentants de partis politiques, sont tirés au sort minimum 33% des urnes qui vont être ouvertes pour comparer le chiffre électronique avec ce qu'il y a dans l'urne. Quand il y a des résultats un peu plus tangents, exactement, on ouvre 50% des urnes, et quand il y a des résultats qui sont contestés, comme en 2013, on ouvre 100% des urnes. Et en fait, il n'y a jamais eu de différence significative entre les deux. C'était vraiment un contrôle. Oui. Mais avant ça, et ça c'est très important, avant l'élection, il y a 14 audits en présence de tous les partis politiques. On fait un audit sur le système de transmission des données. On fait un audit sur le système de télécommunication. On fait un audit sur les machines électorales. On fait un audit sur le montage des machines électorales, etc., etc. Et après, il y a encore 3 audits postérieurs à l'élection. Et à chaque fois qu'il y a un audit de réalisé, en présence, encore une fois, de tous les responsables de tous les partis politiques, on signe un procès-verbal. Et donc, si l'opposition, donc en 2018, avait signé les accords et était allé aux élections, ils auraient dû signer tous les procès-verbaux avant l'élection. Et donc contester l'élection alors qu'ils avaient signé les procès-verbaux, ils n'auraient pas pu contester l'élection de M. Maduro. C'est pour ça qu'ils ont décidé, dans une majorité, parce qu'il y a quand même une partie de l'opposition qui a participé, de boycotter l'élection. Parce qu'il fallait le prétexte, déjà 1 an avant, de pouvoir dire que les élections étaient contestées à travers le système médiatique, et de faire croire à l'opinion publique mondiale que Nicolás Maduro avait été illégitime et les élections truquées, ce qui est évidemment faux. Et ce qui amène, voilà, donc Juan Guaidó, un politicien du parti le plus radical de l'opposition vénézuélienne, qui est protéiforme, hein, on trouve un peu de tout là-dedans, au détour d'une rue, monter sur une chaise et s'autoproclamer président. Alors ça, évidemment, il y en a partout, des gens comme ça, des fous qui vont s'arrêter sur une place à Lausanne, par exemple, ils disent « Je suis le président de la Confédération helvétique ». Bon, tout le monde va rigoler, les gens vont dire « Tiens, c'est un spectacle, on met une pièce où ?» et voilà. Seulement, si cette personne-là est reconnue par les États-Unis, ou pire encore, dans le cas de l'exemple suisse que je viens de donner, par l'Iran, par la Corée du Nord ou par la Russie, là, ça deviendra extrêmement préoccupant. Je pense d'ailleurs qu'en Suisse, il finira en tôle immédiatement, le type. Probablement. Et donc voilà. Et donc on est arrivé à cette situation-là, qui était une situation aussi beaucoup plus large de
création de pouvoirs parallèles. L'opposition avait créé un pouvoir judiciaire parallèle, un pouvoir législatif parallèle, un pouvoir présidentiel parallèle. Ils sont en train de construire une armée parallèle et donc d'essayer de se substituer au pouvoir légitime. Et c'est évidemment un des fronts de cette guerre de quatrième génération qui a lieu en ce moment même au Venezuela, avec le front diplomatique pour essayer d'isoler le pays, le front médiatique, psychologique, dont nous sommes tous victimes. C'est-à-dire que nous sommes, nous, en Europe aussi, ceux qui nous écoutent, des victimes de balles médiatiques, des victimes de bombardements médiatiques. Le front économique et effectivement le front militaire qui se met en place sous la forme d'une guerre asymétrique à venir. Comment est-ce que tu expliques que l'on soit encore passablement crédule ici en Europe par rapport à ces informations-là? Parce qu'effectivement, on parle de false flag, d'opérations sous couvert, de fake news, d'infobésité, mais on sait que les États-Unis ont déjà traîné dans ce type de processus, et pas que les États-Unis par ailleurs. Est-ce que le sens commun n'arrive pas à un moment donné à se dire, mais quoi qu'il en soit, soyons attentifs, parce qu'on sait que ça a déjà existé, Nixon, etc., Kissinger et toute la bande, et pourtant, eh bien, encore maintenant, on voit qu'il y a une grande confusion qui règne quand même. Je pense que, évidemment, les auditeurs de Libre Radio doivent connaître Nixon, Kissinger, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse les exactions des États-Unis dans le monde. Et puis, il y a eu un changement au niveau, on va dire, de la guerre en général. C'est-à-dire, on se rappelle qu'il y a quand même quelques années, il y avait eu des manifestations monstres contre la guerre en Irak. Et qu'aujourd'hui, par exemple, contre la guerre en Libye ou en Syrie, peu importe d'ailleurs ce qu'on pensait de ces dirigeants. Oui, je veux dire, lorsqu'il y a eu des manifestations monstres contre la guerre en Irak, je peux t'assurer que 95% des gens ne soutenaient pas forcément Saddam Hussein, non ? Mais c'était le mouvement anti-impérialiste et le mouvement pour la paix. Et là, effectivement, il est complètement en délitement parce qu'il y a eu des changements. On ne fait plus la guerre de la même façon. La guerre n'est plus visible médiatiquement. Et voilà, ça pour une partie. L'autre partie, c'est évidemment l'invisibilisation du peuple vénézuélien. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une substitution du peuple vénézuélien, c'est que toutes les personnes que vous allez entendre sur les médias sont d'opposition à dire on souffre, machin, etc., blablabla, mais on ne voit jamais ce peuple qui construit le pays, ce peuple des communes, ce peuple des conseils communaux. Effectivement, ça c'est aussi une stratégie pour invisibiliser et faire en sorte que finalement dans la tête de la majorité des citoyens en Europe, dans le monde occidental, eh bien, s'il y a une aventure guerrière ou un coup d'État, eh bien, finalement, cela va de soi. Non, ça évidemment c'est très grave. Je pense qu'il faut continuer à faire de l'éducation populaire aux médias. Je pense qu'il faut aller peut-être même au-delà et commencer à produire des textes et voire même des textes de loi sur la socialisation des médias, des médias en espagnol c'est moyen. Mais donc du coup c'est un lapsus rigolo que je viens de faire, mais de la socialisation des moyens de communication. Vraiment pour au Venezuela, ils appelaient ça lutter contre le latifundio médiatique. Le latifundio, c'est un terme agricole. Ce sont ces grandes terres qui appartiennent à un seul propriétaire et qui ne sont pas mis en culture. Eh bien, je pense que c'est de ça aussi qu'il s'agit, c'est-à-dire lutter contre ces grands espaces médiatiques qu'il faut absolument essayer de morceler pour que le peuple, même les peuples européens puissent avoir leur part de visibilité, puissent avoir une opinion différente, divergente. Je veux dire, c'est un combat aussi qu'on doit mener en Europe. Alors pour le Venezuela, c'est je pense le premier combat que les citoyens européens doivent faire, c'est-à-dire essayer de vaincre à la mesure du possible, mais en essayant de transférer des informations aux voisins, donc comme je dis, pas forcément de rentrer dans le démontage de fake news journaliers, mais d'expliquer ce qu'on vient de voir sur les conseils communaux, sur le communisme libertaire du Venezuela, sur les médias communautaires, sur des milliers d'expériences, sur des services publics, sur la démocratie participative. Bon, essayer de rompre un peu ce siège médiatique, mais pas seulement pour le Venezuela, aussi pour nous, parce que ça a un impact effectivement sur notre vie citoyenne. À l'époque, on disait que la guerre d'Espagne préfigurait les dictatures qui allaient se suivre, notamment le nazisme, le fascisme ici en Europe. Pourrait-on dire que le Venezuela préfigure ce que les États-Unis veulent faire du monde, et notamment de l'Europe, avec également les accords tels que TISA, TAFTA, ces accords transnationaux? Oui, alors dans le cas de l'Amérique latine, la droitisation des gouvernements a eu lieu avant, quand même, donc avec
Jair Bolsonaro au Brésil, Macri également, l'ouribisme en Colombie qui est revenu, Lénine Moreno qui s'est aligné sur les propositions de droite néolibérale. Enfin, là, effectivement, on vit un moment de recomposition. Ça ne veut pas dire que, parce que ça c'est très important, c'est-à-dire que les peuples on ne peut pas leur dire il n'y a pas d'alternative, comme la fameuse phrase de Thatcher par rapport au néolibéralisme. Ouais. Là, les peuples ont expérimenté pendant 10 ou 15 ans une autre forme. Qu'ils aient été au proie des contradictions internes, au proie de la pression médiatique, au proie aussi de la pression politique. Parce que c'est vrai que ça peut fatiguer certaines personnes, notamment dans la classe moyenne, de vivre en permanence dans un conflit politique. Il y a de mille raisons pour lesquelles, effectivement, des gouvernements de droite et de droite dure sont revenus au pouvoir. Mais on ne peut plus leur faire croire que c'est la seule alternative, parce que les peuples ont expérimenté autre chose. Donc ça, sur le temps long, c'est très important. Est-ce que ça préfigurera ce que les États-Unis veulent faire dans le monde ? Oui et non, parce que oui, je pense déjà que le Venezuela ne vient pas en premier lieu. Je pense que les événements en Libye et en Syrie sont des bons indicateurs des nouvelles formes de guerre impériale. Et le Venezuela s'inscrit complètement dans cette logique-là. C'est-à-dire ce qui se prépare, ou ce qui est en cours au Venezuela ressemble effectivement beaucoup à ce qui a pu avoir lieu en Libye et en Syrie. J'aurais voulu... On arrive doucement à la fin de cet entretien. Parce qu'on en a dit J'ai pas vu le temps passer. Mais moi non plus, mais c'est très bien comme ça, il y a encore des choses à dire, mais on a une certaine continuité chez nous à Libre Radio, donc on reprendra un petit peu plus loin de toute façon ce genre de thématique. J'aurais voulu t'entendre sur les apatistes qui, en Amérique latine, ont pu à un long moment être un vecteur d'espoir et un vecteur vraiment de lutte extrêmement concrète avec des modalités tout à fait particulières, notamment concernant également les femmes et la représentativité et le pouvoir au peuple. Et également concernant le Kurdistan, si toi tu fais des analogies entre ce qui se passe au Venezuela en termes d'organisation sociale. Alors, pour éviter de dire des bêtises, il est vrai que la situation dans le nord de la Syrie, je la connais pas très bien, donc je vais éviter de m'impliquer là-dedans parce que certainement je vais dire des bêtises qui d'ailleurs pourraient être mal interprétées ou quoi que ce soit. Donc, mais par contre pour les apatistes, je peux poursuivre une ébauche de réflexion. Après la chute du mur, donc il y a eu une espèce de grand questionnement à gauche. Oui. Il n'y avait plus rien. Là, c'était le néolibéralisme triomphant. Là, pour le coup, c'était la fin de l'histoire de Fukuyama. Et la gauche européenne, occidentale, était effectivement en terrible manque de repères, n'est-ce pas ? Et les zapatistes ont été une des premières expériences d'alternative à ce système. En 1994, le cri de la jungle de la Candonne, le sous-commandant Marcos, et on se rappelle que de nombreux intellectuels sont allés, marqués à gauche, sont allés rencontrer le sous-commandant Marcos, échanger, etc. Non ? Et le mode, y compris le mode de fonctionnement du zapatisme, dont les thèses politiques, on peut dire, avaient été résumées dans le livre de John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir, ont été très hégémoniques dans cette fin du XXe siècle, jusqu'à l'arrivée d'Hugo Chavez. Parce que Hugo Chavez prenait un autre angle d'attaque, où justement il disait, et d'ailleurs il l'a dit lui-même au Forum social mondial qui avait eu lieu à Caracas en 2006, il l'a dit un peu en provocation, mais pour faire avancer le débat, il avait dit « Si vous voulez changer le monde, il faut prendre le pouvoir ». Et donc il y a eu entre les tenants on va dire des expériences de la révolution bolivarienne, de la révolution citoyenne, de la Bolivie, et même d'ailleurs de régimes plus modérés, mais en tout cas qui s'inscrivaient dans cette dynamique, comme au Brésil ou en Argentine. Il y a eu l'hégémonie est passée sur ce camp-là, et surtout il y avait une différence aussi avec les zapatistes, c'est que les résultats en matière d'éducation, de social, de santé étaient visibles immédiatement, n'est-ce pas ? Et il y a eu une certaine conflictivité entre ce qu'avaient représenté les zapatistes et donc ce courant et les défenseurs on va dire du changement par l'État.
Et ce n'est pas anodin d'ailleurs que les zapatistes aujourd'hui reprennent, on va dire, je dirais, du poil de la bête intellectuelle et politique. C'est-à-dire au moment où, précisément, les expériences depuis l'État aujourd'hui sont au plus bas ou dans peu de pays. Donc, c'est des débats qui nourrissent les courants du changement social et de la transformation sociale depuis très longtemps. Là, effectivement, les zapatistes s'opposent par exemple au président nouvellement élu Andrés Manuel López Obrador. Il y a eu un risque qu'ils s'isolent eux-mêmes, puisque López Obrador est aussi en train, à très modeste mesure, c'est le Mexique, attention, t'as plus de 100 millions d'habitants, c'est juste à côté des États-Unis, il a en face l'ogre Trump qui veut construire le mur, etc. Donc, il y a aussi ce risque finalement d'isolement idéologique et de dire mais finalement les zapatistes ne font-ils pas le lit de l'opposition de droite néolibérale qui veut virer López Obrador au Mexique ou leur père dans les autres pays. Bon, de manière plus générale, je pense que les méthodes zapatistes, les méthodes de démocratie directe telles qu'elles se sont élaborées au Chiapas, on peut en retrouver quelques-unes, par exemple dans l'exemple vénézuélien. Mais attention, l'exemple vénézuélien, il est seul en Amérique latine. Il n'y a pas eu autant de transfert de pouvoir au peuple dans les autres pays. C'est d'ailleurs certainement une des explications pour comprendre pourquoi les autres gouvernements sont passés à droite aussi facilement. Donc voilà, pour essayer de matérialiser cette position, sans évidemment froisser personne, parce que il s'agit toujours du même camp de transformation sociale. Voilà, il faut peut-être voir, je pense, en matière de résultats concrets. D'accord. Selon toi, que va-t-il advenir ces prochains temps au Venezuela? Qu'est-ce qu'on risque? Est-ce qu'il peut y avoir... Voilà, c'est une guerre de basse intensité, enfin, entre guillemets basse intensité, mais est-ce qu'on est au devant d'une guerre civile? Est-ce qu'on est de quoi C'est un risque. Devant? Ouais. C'est un risque. Donc en ce moment, il y a aussi un dialogue qui a eu lieu entre l'opposition et le gouvernement à Oslo, en Norvège. Mais effectivement, quand on dit mais pourrait-il y avoir la guerre au Venezuela? Mais en fait, la guerre a déjà commencé. Donc c'est les fronts que j'ai mentionnés, et l'opposition est en train effectivement de constituer une espèce d'armée parallèle pour faire croire, encore une fois, que de conflits militaires, s'il s'amplifie, parce qu'il y a aussi lieu dans certaines portions du territoire, ça serait une guerre interne et non pas une intervention étrangère. C'est-à-dire que ce ne serait pas des autres pays qui viendraient essayer d'envahir le Venezuela, mais une guerre interne qu'il faudrait appuyer selon ces différentes convictions et les différentes alliances qu'il peut y avoir entre les deux camps. Donc ça, évidemment, c'est en train de prendre forme, c'est un grand risque. Et le plus grand risque aussi, c'est que, évidemment, ce type de guerre, donc qui ressemble là à s'y méprendre à ce qui s'est passé en Syrie, cette guerre ne sera pas médiatisée. C'est-à-dire que les gens ne la verront pas comme dans la guerre du Golfe, ou d'autres différentes guerres, où on voyait les bombes tomber, etc. Et du coup, ça va fortement démotiver et diviser le camp anti-impérialiste et diviser le camp de la paix, qui doit effectivement s'opposer à ce qui est une amplification de ce conflit, parce qu'évidemment, il y aurait des conséquences tragiques. Alors là, au niveau de la migration, évidemment, et puis des conséquences tragiques au niveau des victimes civiles. Mais je voudrais rajouter un truc. Il y a eu une étude qui a été faite par deux économistes états-uniens, Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs. Donc pareil, Jeffrey Sachs, c'est pas du tout un marxiste, qui a montré que dans les 2 dernières années, le blocus économique avait fait 40 000 morts au Venezuela. 40 000 civils. Donc quand on dit ben non, il n'y aura pas de guerre, oui, mais la guerre, elle a déjà lieu, et il y a déjà 40 000 morts. Donc c'est énorme, 40 000 morts. Donc voilà, nous sommes face à une situation très complexe, et je pense qu'il faut absolument, en tout cas en Europe, comprendre les stratégies nord-américaines, comprendre les enjeux politiques, économiques, géostratégiques en lutte dans ce pays, pour pouvoir y faire face et finalement adopter une position commune de rejet de
toute, on va dire, ascension militaire, ascension guerrière, malgré les différences politiques qu'on peut avoir dans notre pays, dans nos pays, il faut absolument essayer de rejeter en bloc cette guerre qui vient. Ouais. Et que j'explique d'ailleurs dans une série d'articles, encore une fois publiés sur Facebook, donc Romain Migus, et sur mon blog www.romainmigus.info. On terminera d'ailleurs par redire ces références-là. L'escalade, pour toi, cette escalade, elle est appelée par les États-Unis? En partie, oui. En partie, mais oui, en grande partie par les États-Unis. Mais aussi par l'opposition vénézuélienne qui, voyant qu'ils ne peuvent pas gagner dans les urnes, en ont été réduits à demander, Juan Guaidó a demandé au Southcom, c'est-à-dire à l'armée des États-Unis, d'intervenir militairement dans son pays. Ouais. Écoutez, c'est quand même fantastique, parce que pour une dictature, ce type est encore en train de faire des meetings. En Suisse, par exemple, j'ai regardé, je crois que c'est le titre 13 et l'article 273 du code pénal suisse, il serait en tôle. Enfin, dans n'importe quel autre pays d'ailleurs, il serait en tôle. Vous vous rendez compte? Imaginez un politicien suisse demander à la Russie de Vladimir Poutine de bombarder Berne et de bombarder Genève. Bon, non, mais c'est voilà. absurde. On dépasse un petit peu. C'est pour ça que je te questionnais sur la crédulité à un moment donné, parce que on est prêt à accepter, on est prêt à aller extrêmement loin dès lors que voilà, les lignes ont bougé et que les fake news et l'infobésité règnent. C'est assez compliqué. Qu'en est-il? Alors, on l'a vu, peut-on dire que Cuba reste et restera un allié indéfectible? Et qu'en est-il du coup des pays voisins dont on voit que les droites sont de retour? Y a-t-il quand même des franges de la population qui, elles, resteront en soutien aux Vénézuéliennes et aux Vénézuéliens? Oui, certainement. Donc Cuba, oui, est un allié indéfectible, ça ne fait pas de doute. Mais par exemple, il y a des élections prochainement en Argentine et en Bolivie aussi. Et en Bolivie. En Argentine, donc le mouvement politique des Kirchner, on va dire, a eu l'intelligence et l'humilité politique de présenter Cristina, donc qui est le leader incontesté de ce mouvement-là, n'est-ce pas, comme vice-président, comme candidat à la vice-présidence, et non pas comme candidat à la présidence. Donc, à la présidence, ce sera une personne aussi connue de ce mouvement, Alberto Fernandez, qui a la possibilité, alors Cristina a la possibilité de gagner au premier tour, mais la réflexion qu'ils ont eue, c'est il faut absolument quelqu'un qui fasse un petit peu plus consensus pour pouvoir gouverner largement. Et donc il y a de fortes chances effectivement que le ticket Fernandez-Cristina gagne les prochaines élections, et donc là ça changera aussi la donne en Amérique latine et au Venezuela, puisque l'Argentine étant un grand producteur aussi agricole et d'élevage, pourra peut-être trouver les moyens de rompre le blocus et de continuer ou de retourner à commercer avec le Venezuela. Ouais, effectivement, là il y a un moment charnière. Y en a-t-il d'autres, des moments charnières selon toi qui s'annoncent? Et puis la question qui allait juste derrière, c'est et le Brésil alors? Parce que là effectivement on est mal engagé. Alors le Brésil, malgré le fait qu'il y a une opposition claire et nette qui est à l'intérieur du pays concernant Jair Bolsonaro. Alors évidemment, le Brésil, l'opposition, donc c'est l'opposition, on va dire politique autour du PT et autour de la figure de Lula qui a été injustement mis en prison, mais qui reste en prison. Il y a aussi des oppositions internes à Bolsonaro. C'est-à-dire que Bolsonaro a paradé en faisant des discours anti-chinois, etc. Il faut savoir que 26% des exportations du Brésil sont vers la Chine, en grande partie, à 70%, dans le soja et dans la volaille. Donc c'est-à-dire les propres soutiens de l'agrobusiness de Bolsonaro exportent en Chine. D'ailleurs, on l'a vu, Bolsonaro n'en parle plus trop. Alors ça aussi, c'est une opposition interne très forte. Oui. Et puis, il y a aussi les militaires. Les militaires qui, de fait, ont conquéri de grands espaces de pouvoir au palais présidentiel lorsque Jair Bolsonaro était malade, et donc ont remplacé des civils proches de Bolsonaro par des militaires. Et ça s'est vu aussi sur le Venezuela. C'est-à-dire, autant Bolsonaro et ses fils, encore pire, voulaient une intervention directe du Brésil au Venezuela, autant les militaires qui se pensent comme donc un corps d'État nationaliste ne veulent absolument pas d'un foyer de déstabilisation à leurs frontières, et surtout pas
un foyer de déstabilisation à la frontière de l'Amazonie brésilienne, dont ils veulent avoir absolument le leadership sur cette région stratégique. Et évidemment, ils ne veulent pas de groupes irréguliers, armés, qui peuvent leur voler aussi et faire des incursions au Brésil. Donc là, il y a aussi certaines tensions à l'intérieur même des jeux de pouvoir, on va dire, brésiliens, qui font qu'il n'y a pas eu cette guerre annoncée, en tout cas voulue par Trump il y a 2 ans, de faire intervenir des puissances étrangères, de faire la guerre par procuration. Ça n'a pas eu lieu. Ce qui n'empêche pas que s'il y a une amplification d'une guerre civile, entre guillemets, alors on est à la radio, mais je mets des gros guillemets, selon les termes dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y ait des incursions militaires pour essayer de faire du containment et que la guerre ne déborde pas chez eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie, quand on y pense un petit peu plus. Donc là, ça pourrait aussi venir du côté de la Colombie. Alors, du côté de la Colombie et du Brésil aussi. Oui, absolument. Alors, on en revient aux aspirations. Selon toi, qu'y a-t-il que l'on observe au Venezuela quant aux aspirations du peuple, quant à la continuité de ce qui a été mis en branle, parce que tu l'as dit, le cheminement est entrepris. On n'arrêtera plus ces personnes qui ont connu et qui connaissent actuellement encore ces modalités et ces méthodes de fonctionnement et ces pratiques autogestionnaires. Oui, tout à fait. Et il y a une autre dimension qui est très importante, c'est la dimension identitaire. Alors, évidemment, je dis ça en Suisse, je veux dire, mais de quoi il nous parle ? Non, de la construction de l'identité chaviste. C'est-à-dire, ça va bien au-delà d'un simple bulletin de vote. Ça englobe les revendications des Afro-Vénézuéliens, les revendications des femmes populaires, parce que ça on aurait pu en parler, mais le féminisme au Venezuela, c'est un féminisme de classe. Dans tous les conseils communaux, dans les communes, ce sont les femmes qui administrent, qui gèrent, qui sont élues en premier lieu, donc qui s'approprient des pouvoirs locaux. À l'Assemblée nationale, enfin pas celle-là, mais celle d'avant, quand elle était chaviste, il y avait énormément de femmes et l'Assemblée nationale avait été dirigée par une femme, le pouvoir électoral est dirigé par une femme, et le pouvoir judiciaire avant était aussi dirigé par une femme. Donc il y a aussi tout un féminisme bolivarien, un féminisme révolutionnaire, qui n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec le féminisme bourgeois un peu ou individualiste libéral qu'on peut avoir en Europe. Tiens, d'ailleurs, je parle à quelques jours d'ailleurs de la grève des femmes, auquel j'invite évidemment tout le monde, hommes et femmes, à venir. Mais il y a vraiment une expérience de féminisme en lutte au Venezuela, de femmes révolutionnaires en lutte, qui sont extrêmement intéressantes et qui, encore une fois, nous interpellent sur notre propre vision du féminisme. Donc ça fait partie de l'identité de chaviste. La lutte au jour le jour des classes populaires qu'on a visibilisé, enfin, la lutte aussi des peuples indigènes, le fait d'avoir mis un des premiers résistants indigènes au Panthéon, le fait d'avoir mis un des résistants noirs à la colonisation espagnole au Panthéon, c'est aussi des mesures très symboliques qui montrent que l'image du Venezuela a changé et qu'il y a eu une constitution d'une identité chaviste qui est irrévocable et qui aujourd'hui concerne à peu près 30% de la population qui ne lâcheront rien. Vous voyez ? Et ça fait partie de la dimension, c'est-à-dire de la manière de voir le monde. Moi, je suis arrivé très jeune au Venezuela et j'ai absolument aucune honte de le dire. Étant arrivé très jeune, on va dire que la construction de mon identité d'adulte n'était pas forcément terminée, mon identité politique n'était pas finie. Et alors, j'ai complètement absorbé cette identité chaviste qui, justement, fait en sorte, nous donne une grille d'analyse du monde, et peu importe d'ailleurs où on est, qui est effectivement basé tout le temps absolument sur les classes populaires et sur le transfert de pouvoir aux classes populaires. Romain Migus, merci beaucoup. On va terminer parce que tu as un train à prendre quand même et ça fait 1h10 d'interview, donc il faut quand même qu'on regarde l'heure. Oui, on va regarder l'heure. Alors, on n'est pas très loin, ça c'est un fait. Mais on va terminer pour aujourd'hui, et pour aujourd'hui seulement, je précise bien, par évidemment citer ton site internet, donc www.romainmigus.info. Et puis, aurais-tu, toi, quelques suggestions à nous donner pour que l'on puisse continuer de se contre-informer? Moi, effectivement, je suis beaucoup allé pêcher sur venezuelainfo.wordpress.com. Ça c'est un très bon site aussi, avec lequel évidemment on partage toutes sortes d'informations. Donc inscrivez-vous sur ma page Facebook, donc Romain Migus, ou Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, parce que là je partage effectivement beaucoup d'informations sur l'Amérique latine et sur le Venezuela en particulier, et notamment de mise en relation avec les autres sites qui essaient de faire de
de l'information, qui essaie de visibiliser les luttes sociales au Venezuela, qui essaie de visibiliser ce peuple chaviste en lutte en français, parce que effectivement on trouve beaucoup de choses en espagnol. En français, c'est on va dire les sources d'information sont beaucoup plus minces, et donc on essaie de faire ce travail un peu de titan pour amener un débat. Alors après, moi je dis à vos auditeurs, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord sur tout sur le Venezuela, c'est pas le problème, mais je crois que c'est important au moins que les auditeurs puissent avoir un autre son de cloche. Après, le son de cloche dominant, vous l'avez, vous ouvrez un média, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Là, voilà, on essaie à notre mesure de donner un autre son de cloche. Après ça, vous faites le pour, le contre, etc. Et vous faites votre propre opinion. Ici, on n'essaie pas d'influencer quelqu'un. On voudrait plus, justement, participant à cette éducation populaire et la construction d'une vision politique, que les gens se fassent leurs propres idées en prenant partout. Nous, on offre un point de vue différent. À vous de vous faire votre idée. Voici, tu peut-être encore Terra TV. Terra TV, donc tout ça c'est lié, donc la télé paysanne du Venezuela, qui traduit beaucoup de choses en français, qui sous-titre beaucoup de choses en français. On fait un coucou à l'ami Thierry Deronne, qui fait partie au Venezuela de cette expérience formidable. Donc Thierry, qui a des années aussi au Venezuela, et voilà, donc on essaie de créer une info pour que vous puissiez avoir cette autre son de cloche et de vous faire votre propre opinion. Merci beaucoup et à bientôt, Romain Mégus. Merci beaucoup à vous.